Easy go. Salut, c'est Sglug. Merci de suivre cette aventure. Merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et je vous montre ce que je fais, donc c'est pas tout à fait des tutos. Dans la dernière vidéo, j'ai commencé le paramétrage du firmware Marlin 1.1.9. Dans cette vidéo, sans surprise, on va continuer le paramétrage du fichier configuration.h et je vais répondre aussi à quelques interrogations que j'avais dans la précédente vidéo. Allez, c'est parti! Je vais commencer par les remarques de la dernière vidéo, donc toutes les questions auxquelles j'avais pas su répondre immédiatement. Donc on avait le parking extruder, donc c'est pour ceux qui utilisent un système avec deux buses sur un chariot différent. Donc j'ai trouvé un petit exemple d'une vidéo, voilà, donc ici on voit bus 1, bus 2 ou inversement, je sais pas comment c'est compté, mais du coup c'est vraiment deux chariots différents. Bon, et là donc dans l'exemple ils impriment donc deux pièces en même temps. Donc voilà, c'est des machines qui sont un petit peu particulières, très encombrantes pour au final une surface d'impression plutôt étroite puisque faut gérer les deux chariots. Je suis sûr et certain que ça je ne l'utilise pas. Alors ensuite j'étais à la ligne 250. Alors pareil, la ligne 250, j'avais raté un petit détail, c'est que ici déjà, avant de savoir si oui ou non faut que je l'alimente, il faut remonter au if qui est au-dessus, donc il prend tout ça pour savoir si le power supply, donc cette variable là est supérieure à 0 et elle est définie ici. Initialement, elle était définie à 0 parce que je n'ai pas de boîtier ATX. Du coup, moi, comme c'est à 0, je l'utilise pas. Du coup, ce bloc-là, je ne l'utilise pas non plus. Le jour où j'aurai une alimentation ATX, je pourrais éventuellement l'activer. Là, c'était pas vraiment une question, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié. Donc, quand j'ai activé la deuxième sonde de température à 1, j'ai oublié de vérifier en fait pour celle-là que donc c'est le nom de la variable qu'il y a dans le tableau ici. Donc la variable 1 est celle-là. Bon, il se trouve que c'est toujours la même, ça n'a pas changé, mais il fallait vérifier que la valeur 1 correspondait toujours au même type de sonde. Alors si je fais CTRL-G, je peux aller sur une ligne, donc là je vais bien dans le fichier de gauche, je vais aller à la ligne 371, puisque c'est ce que j'avais noté comme étant une question la dernière fois. Effectivement, le pit underscore K1 correspondait avant au K1. Et ça, j'ai trouvé l'information sur GitHub parce que dans la version 1.7, si je cherche dans la configuration, on a changé K1 pour pit K1. Donc, je sais que cette valeur-là et celle-là, c'est la bonne. Alors, le extrugmadslang, c'est pour éviter les bêtises. Si par mégarde on tape en G-code une commande qui nous fait sortir plus de 20 cm de fil, le programme va nous empêcher de le faire. Donc c'est 20 cm de fil en une seule fois, évidemment, parce que on va pas se limiter à des impressions de 20 cm de fil, ça n'aurait aucun sens. Alors dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, j'avais ajouté plusieurs fois les valeurs de mes extrudeurs E1, E2 et ce que j'avais raté, c'est que en fait il fallait que j'active ici en 606, donc là c'est en commentaire. Et là, je l'active. Il fallait que j'active en 606 donc le fait de gérer les extrudeurs de manière distincte. Ça m'oblige effectivement par la suite à rajouter chaque valeur. Donc dans un premier temps, je refais pas les calculs, mais on le fera plus tard. Donc pour l'instant, je vais remettre les mêmes. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Ça complexifie un petit peu le paramétrage au final, mais on s'en servira un petit peu plus tard. Petit retour sur le jerk aussi. Le jerk, c'est quelque chose que extrêmement peu de monde maîtrise. Alors dans les commentaires, c'est écrit juste ici en anglais, c'est lié à la vitesse et au changement de direction. Et en jouant avec le jerk, ça permet d'avoir un coin qui va légèrement s'arrondir vers l'extérieur ou vers l'intérieur ou avec un angle parfait. Bon, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Quand j'aurai moi-même mieux maîtrisé le jerk, je pense que je ferai une vidéo dessus. Ça me paraît être assez intéressant. Alors voilà, le dernier point, c'était sur le X-probe offset from extruder. Je pensais que c'était la distance entre l'extrudeur et le bord du plateau. En fait, probe c'est la sonde, c'est la position de la sonde par rapport à la buse. Je pense que Flying Bear a fait une erreur, donc je vais vous montrer déjà, voilà, une petite photo. Donc vous voyez ici les valeurs de Flying Bear, donc c'était moins 10,33. Ça c'est ma buse numéro 1. La distance entre là et là, prenons ça comme étant le centre du détecteur de la sonde. Donc là ici j'ai bien 33 cm. Ici j'ai 18 et 18 c'est ce qu'on a déjà mis entre les deux buses. Donc déjà ici c'est pas 10, ça serait plutôt 18. Deuxièmement, donc ça c'est la vue de dessous. Alors ici nous avons une vue de dessus. J'ai reproduit ce qu'il y a dans la doc ici par rapport aux positions de mon imprimante. Donc ici l'extrudeur 1, extrudeur 2
et ensuite ici la sonde en vue de dessus. Donc je vous rappelle que celle-ci était en vue de dessous, celle-ci en vue de dessus. Par rapport à ce plan-là, ici la buse est au milieu et la sonde est mise en haut. C'est pour ça qu'elle est en 20-20. Mais moi, ma sonde donc se retrouverait plutôt ici, donc en 20, mais par contre du côté négatif par rapport à la buse, donc elle serait en moins 20. Donc je mets plus 18 et moins 33. Donc ici je laisse à 0 parce que de toute façon avec la commande M851 on a un réglage de l'offset du Z qui se fait correctement et qui fonctionne très bien. Donc ça je vais le laisser. La différence suivante, le minimum probe edge qui est égal à 10, alors là j'ai trouvé extrêmement peu d'informations sur le sujet. Donc si quelqu'un a une information, je suis preneur, vous pouvez y aller dans les commentaires. Donc ici on a toute une partie de nouvelles définitions. Ce sont des variables qui ont plutôt attrait à des sondes de type BL Touch. Moi je ne vais pas les utiliser. Là on a l'inversion des deux steppers, donc ok, on met true. Le Z, oui. Ici c'était un commentaire donc j'en ai pas besoin. Donc là j'ai mes deux extrudeurs pareil qui sont en inverse. Ok, c'était décommenté, donc je vais enlever les commentaires, voilà. Ici, je me suis rendu compte qu'avant, on avait le Xmax position qui était ici à 280 et puis qui correspond aujourd'hui à la variable Xbed size qui est en fait définie un petit peu au-dessus. Donc ici, nous avons 280 et ici 242 et en Z, on a 350. Je vais enregistrer et là je vais réactualiser puisque j'ai fait 2-3 modifs. Il va définir que cette ligne là, elle est maintenant identique. Voilà, donc c'est plus facile pour s'y retrouver. Donc ici nous avons des unstop du coup faits par la machine, donc il va calculer la position minimum, on va voir après la position maximum du chariot par rapport à la position possible pour éviter d'aller saisir une valeur qui serait en dehors des limites des chariots, ce qui risquerait d'endommager les moteurs. Pour l'instant je vais les laisser comme ça. Là ici nous avons la même chose pour les maximums, les fins de course. Dans la partie suivante là on attaque la détection du filament, un détecteur de fin de bobine. Donc chose que je n'ai pas mais que je pense que je vais investir, donc à plus ou moins long terme, donc on reviendra dessus à ce moment-là. Ici c'est pas défini, donc tout ça ne sert à rien. On va attaquer la section du niveau du plateau. Moi je vais activer le leveling bilinéaire, donc voilà. Ici on définit les limites que la sonde peut atteindre sur le plateau. On délimite ainsi un cadre dans lequel la sonde se déplace. J'ai repris un petit schéma, le même petit schéma qu'on avait un petit peu plus haut, avec ici là le point 00. Je l'ai recopié des deux côtés, le devant, donc droite-gauche et l'arrière. On voit ici la différence entre les deux versions, c'est que ici ils n'utilisent plus que des variables, alors que ici ils avaient fait les calculs, mais justement on voit les bienfaits de l'utilisation des variables, car dans la version de Flying Bear, donc ici la zone de test donc calculée est plus petite, donc j'ai reporté les données ici, j'ai reporté les données là et là, donc on a 15-15 le right et le back, je ne sais pas exactement quel est le bon sens, 200 et 180, ça c'est ce qu'ils ont calculé en utilisant dans la version 1.1.9 les variables, tout ce qu'on a défini dans les lignes précédentes. Le cadre est beaucoup plus grand et mieux adapté à la réalité de notre version. Moi je pense que c'est dû à un mélange dans les configurations de leurs différents modèles. Ils ont modifié les valeurs du plateau donc un peu plus haut, mais pour les calculs de cette partie-là, en fait, ils ont juste oublié de modifier les valeurs. Un petit peu plus bas, on peut voir que le minimum de la distance entre la sonde par rapport au plateau est utilisé par la variable min probe edge qui ici dans la dernière version est à 10, mais en fait ils ont fait tous leurs calculs ici avec la valeur de 15 et après ils remettent une valeur à 10. Du coup voyant ça, je vais retourner en ligne 786. En fait on avait à un moment on était tombé sur cette variable là. Au moment où je l'ai trouvée, j'avais pas trop eu d'informations dessus, je savais pas trop à quoi elle servait. Pour retourner en 786, je fais CTRL G 786 à gauche atteindre, donc le min probe edge qui est la bonne valeur, du coup je vais la mettre à 15. On va retourner en 1029. Donc CTRL G 1029. Maintenant le min probe edge est à 15. Je vais pas refaire les calculs, même si c'est pas très compliqué, c'est pas l'important. Par contre, ne pas oublier d'activer les variables. Voilà, je vais enregistrer, je vais actualiser, parce qu'il y a quand même une différence, mais maintenant on sait pourquoi. On vient de voir cette valeur-là, qui est en fait beaucoup plus haut maintenant dans la nouvelle version. Donc tout ça identique. Nous avons le auto bed leveling qui est pas en 3 points. Cette partie-là ne nous intéresse pas. Nous sommes dans la version bilinéaire. Cette partie-là ne nous intéresse pas non plus, l'UBL. Le mesh bed leveling ne nous intéresse pas non plus. Ici, c'est le
3 points et le UBL, donc ça ne nous intéresse pas. Donc ça, on l'a pas défini. Level bed corner, ça c'est si on veut faire un test manuel, donc on va pas l'utiliser. Et comme on n'a pas défini la variable ici, c'est pas utilisé. Alors par contre ici, on va actualiser. Voilà, c'est la bonne version. Le Safoming prévient le calibrage du plateau lorsque la sonde est en dehors de la zone du lit. Donc c'est pour éviter en fait d'essayer de calculer la hauteur du plateau alors que la sonde est en dehors du lit. Et pour être sûr, donc ça oblige à faire d'abord le home sur le X et le Y avant de faire le home sur le Z. D'ailleurs, si vous vous souvenez dans les anciennes vidéos, c'est exactement ce qui se passe quand on fait un G28, c'est faire un home pour tous les axes, donc une remise à zéro. Il fait d'abord le X et le Y, et ensuite il va replacer le chariot avec la buse au centre, et seulement à ce moment-là, il fait le home du Z, donc calculer la hauteur du Z. Donc là, par contre, la méthode a un petit peu changé. C'est une autre façon de faire, mais a priori, c'est exactement la même chose. Alors dans la section Bed Skew Compensation, donc c'est la compensation quand vous avez un cadre tordu, c'est représenté voilà ici. Donc ça représente le cadre, donc la construction de votre imprimante en fonction de sa déformation. Donc c'est une nouveauté. Nous on va pas l'utiliser. Notre cadre est super droit, on va espérer. Mais du coup, en fait, tout ça, nous, on l'utilise pas. Donc après, on est dans le même principe. Hein. On a défini le fait de les valider ici. Si c'est validé, je rentre dans le if qui est là. Et puis, ça concerne voilà, jusqu'à la fin d'ici. Donc, on l'utilise pas. Et donc, on va attaquer les caractéristiques supplémentaires. Donc là, on va retirer les commentaires parce que on a besoin d'activer la commande M500 donc via le G-code pour pouvoir faire les modifications de l'EPROM. Donc, quand on change, par exemple, l'offset du Z. Cette variable va permettre de renvoyer des messages pendant que les éléments chauffent, donc la buse et ou le plateau. Donc c'est une nouveauté. On a une différence, mais en réalité, on est en commentaire. Donc là, on va attaquer la section température. Bon, d'après les températures, je pense que ça, c'est les températures pour le PLA et en dessous, les températures pour l'ABS. Je vais remettre les mêmes. Alors, Nozzle Park, clairement, avant, c'était expérimental. Maintenant, semble-t-il, ils ont fini par réussir à sauter le pas. Le Nozzle Park, on s'en sert pas. Donc, pareil comme d'habitude, le if, on ne s'en sert pas non plus. On arrive à la section des LCD, des écrans. Donc ici, normalement, je devrais pouvoir mettre FR. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça posait des problèmes avec les accents. Donc dans un premier temps, je vais laisser en anglais. On verra si je le modifie plus tard. Je pourrai toujours revenir dessus. Donc ici, je vois que j'avais un SD support. Voilà, donc c'est celui qui est là. Je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas réussi à le récupérer. Je vais enregistrer et réactualiser avec un peu de chance. Il va les recaler. Voilà, très bien. Donc je revérifie, voir si j'ai pas raté quelque chose. Bon, on dirait que non. Ça, c'est des commentaires, des commentaires, des commentaires, des commentaires. Tout ça, c'est des commentaires. Voilà, ici j'en ai un qui est pas un commentaire. Là, les fichiers sont complètement désynchronisés à cet endroit-là puisque il y a énormément de différences entre la droite et la gauche, donc le logiciel n'arrive pas à s'y repérer et il faut bien dire moi non plus. Ceci dit, ici je vois que nous avons défini un contrôleur graphique et ça je pense que c'est pour l'écran tactile. Et quand je prends le nom de la variable ici et que je fais une recherche dans ce fichier-là, donc donc je suis en 1374 et je trouve ici effectivement la même chose. Donc je vais actualiser ici et je vais réactualiser dans l'espoir qu'il me remette en ligne comme les autres fois. Bah non, donc il n'arrive pas à le faire. Donc là on a une catégorie LCD et graphical LCD alors qu'effectivement ça n'existait pas avant. Je l'ai activé, je vais y faire attention. On va revenir sur notre ligne en rouge, donc c'est celle-là. Je vais faire attention donc aux commentaires qui sont ici, aux commentaires qui sont ici. Et tant que c'est des commentaires, on n'y fait pas attention comme d'habitude. Donc effectivement, il n'y a absolument rien qui correspond. Oui, du coup, il y a une grande zone ici là, qui correspond, donc il n'est pas capable de les remettre dans l'ordre. Il y a beaucoup de similitudes, mais bon, ce ne sont que des commentaires. Ils ont réordonné un petit peu les choses. Là, j'ai activé, donc ça reste une erreur hein, pour lui, même si là, on n'a plus la couleur syntaxique parce que du coup, on est tout en jaune. Tout ça, c'est des commentaires. Ok, donc on l'a activé. Voilà, c'est des commentaires, des commentaires, des commentaires, des commentaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, il y a juste un de plus, mais de toute façon, pour l'instant, sauf erreur, on n'a rien utilisé. Alors, du coup, là, on a une petite
Modification, ici il nous dit bien que l'index commence à 3 et du coup nous avions 1. On va le décommenter et le mettre à 1. Alors j'ai pas utilisé la fonction d'habitude puisque ici il y a une petite différence supplémentaire que je ne voulais pas reporter pour pas casser les commentaires justement. Et donc ici je mets 1, j'enregistre, je vais actualiser, il va reprendre, voilà. Petit changement ici, hein, c'est une autre façon d'écrire cette variable là, mais en général ça définit une liste. Je sais pas vraiment, mais je pense que c'est ça, donc en tout cas c'est la même valeur. Ici on est dans des commentaires et on est dans la fin de notre fichier, 1941 lignes, ce qui est pas rien. Dans cette vidéo, nous avons fini de reporter le paramétrage du fichier configuration.h du firmware Marlin 1.1.9. Nous avons vu d'autres paramètres du firmware. Nous avons confirmé, si besoin en était, que la quantité de paramètres rendait la chose quand même très pénible. Vous avez pu vous rendre compte que j'ai raté quelques noms de paramètres, mais je pense que dans la vidéo, vous aurez rectifié correctement les choses. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que mon plateau ne chauffait plus. Flying Beer a consenti à changer la carte mère. Donc le temps de recevoir ma nouvelle carte mère, je ne vais pas pouvoir tester immédiatement le nouveau firmware 1.1.9. De toute façon, le paramétrage n'est pas fini. Il reste encore un fichier qui s'appelle configuration_adv. Ce sont les paramètres avancés. N'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez et ou pour m'encourager, mettez un petit pouce vers le haut. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.